Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier qui porte sur la mutualisation des données assurantielles. On attend certainement encore quelques personnes dans l'assemblée, mais il est déjà 9h07, donc on va pas prendre plus de retard parce qu'on a un atelier très chargé, très passionnant, avec quatre intervenants qui sont passionnés par leur métier. François Chaumel, qui est sur ma droite, directeur souscription chez Generali. Pauline Arroyo, avocate associée chez HFW. Et Michael Robart, directeur ligne financière chez CSI Saint-Honoré. Et Eric Contegal, qui est DPO chez ATMB autour du Mont Blanc. Donc la donnée aujourd'hui sera donc au cœur de notre atelier. On est ensemble pendant 1h30, 1h15 de présentation à peu près, un petit quart d'heure de questions-réponses. Vous aurez à la fin à remplir le questionnaire que vous avez trouvé sur votre siège et ça vous donnera droit donc à pouvoir accéder après, à partir de lundi prochain, je crois, sur le site de l'Armée, à la présentation qu'on va exposer ce matin. La donnée, donc, elle est au cœur du métier de l'assurance. C'est pas d'aujourd'hui que l'assureur traite de la donnée. Il en traite par contre en quantité énorme maintenant. Ça lui permet d'avoir une meilleure connaissance du risque, d'avoir une connaissance donc affinée du risque, d'affiner son tarif hein, en fonction du client qu'il a en face de lui. Ce qui peut avoir aussi pour conséquence donc de poser une question éthique, c'est jusqu'où on va sur l'individualisation, la mutualisation, l'hyper-individualisation du contrat. Ce sont des questions qu'on va traiter ce matin. Euh, on aura aussi une large partie sur l'avenir de l'assurance. Est-ce que dans 10 ou 15 ans, le métier de l'assureur sera le même qu'aujourd'hui, avec l'évolution des grosses plateformes que l'on voit apparaître aujourd'hui. On a eu la disruption sur le marché de l'hôtellerie. Est-ce qu'on aura la même chose sur le marché de l'assurance? On aura l'occasion aussi d'évoquer le sujet. Et on terminera sur des questions un peu plus juridiques sur le nouveau statut du secteur de l'assurance avec l'application de la directive Nice et le secteur de l'assurance qui devient donc les assureurs qui deviennent des opérateurs de services essentiels. On s'interrogera aussi sur le Cloud Act qui a été pris peut-être en réponse au RGPD qui pose quelques questions. Et on terminera donc sur le statut juridique de la donnée, mais la donnée au sens large. Donc voilà, on va voir le parcours de la donnée, de l'assureur, de l'assuré jusqu'à l'assureur, le sens qui est donné donc à son traitement. Et je passe la parole tout de suite à Eric Contegal, donc qui représente ici l'assuré et qui collecte de la donnée en masse. On va voir de la manière dont il la collecte et la manière dont il doit la sécuriser également de son côté. Bonjour à tous. Donc simplement rapidement pour vous situer, donc ATMB c'est un concessionnaire d'autoroute. C'est l'un des derniers concessionnaires d'autoroute détenus encore par l'État, puisque la plupart des sociétés d'autoroute sont privatisées, à part donc deux concessionnaires qui sont les autoroutes et tunnels du Mont Blanc et les autoroutes du Marais tunnel du Fréjus. Donc c'est une PME, hein. Nous avons environ 600 personnes réparties entre l'autoroute et le tunnel. Et comme toute entreprise, nous avons un certain nombre de données que nous collectons auprès de nos salariés, auprès de nos clients, que nous transmettons donc aux assureurs, que ce soit des données Yard, des données santé et des données santé, pardon. Donc nous allons voir ça et ensuite on fera un petit focus sur les responsabilités et la sécurité qu'il faut. On se posera les questions, on va dire, sur les responsabilités et les sécurités qu'il faut sur ces données. Donc au niveau Yard, on a un certain nombre de données qu'on collecte qui ne sont pas forcément des données qu'on pense forcément, mais qui sont les données liées dans notre activité aux dégâts que les usagers de l'autoroute, les clients de l'autoroute en fait font en cas par exemple de sinistre, où du coup on se retrouve à devoir collecter des données pour les transmettre à l'assureur sur des données de personnes qui
n'ont pas forcément au départ voulu nous transmettre, donc des données afin qu'on puisse justement se faire rembourser. Nous avons, comme toute entreprise, toutes les données liées à nos flottes de véhicules, notamment les véhicules de fonction. Avec cette particularité, c'est qu'on a un certain nombre de données assez classiques, mais on a de temps en temps des données aussi plus sensibles, notamment toutes les données liées à des personnels en situation de handicap, mais aussi ce qui est pratiqué dans beaucoup d'entreprises, des données liées aux enfants des salariés qui font notamment la conduite accompagnée, où du coup on se retrouve à avoir des données donc plus sensibles à transmettre à nos assureurs. Donc ça c'est au niveau yard. Au niveau santé, on a donc toutes les données de la mutuelle, donc là, données plus sensibles qui regroupent les données de nos salariés, des conjoints et bien sûr des enfants. Donc du coup des données qui sont plutôt sensibles sur le sujet. Et enfin, les données liées à la prévoyance, puisque notamment en cas de mise en action de la prévoyance, on a un certain nombre de données à transmettre aux assureurs afin que les ayants droit puissent du moins récupérer ce pourquoi l'entreprise souscrit un contrat de prévoyance. Donc au niveau des responsabilités, donc pour l'entreprise, on va dire pour l'assuré, c'est déjà pour l'entreprise donc de collecter les données. Ensuite, il y a toute une partie transfert de données vers l'assureur. C'est la grosse partie, on va dire, de responsabilité pour l'entreprise. Au niveau de l'assureur, c'est le traitement de ces données et c'est la conservation donc des données. Ensuite, au niveau de la responsabilité, on a des responsabilités, on va dire, un peu plus partagées. Donc, c'est déjà de sécuriser ces données, que ce soit au moment du départ des données, on va dire, de l'entreprise ou chez l'assureur. Il y a une importance capitale, c'est que ces données donc, soient bien sécurisées, qu'elles restent confidentielles, puisque, comme on disait tout à l'heure, selon le type de données, ça peut être des données relativement sensibles. Bien sûr, qu'elles restent intègres, qu'il n'y ait pas de perte. Et à côté de la responsabilité réglementaire, on a aussi, notamment pour les entreprises, on pourrait dire une responsabilité morale. C'est-à-dire que quand les salariés vous transmettent leurs données pour les donner à l'assureur, c'est pas eux qui ont choisi l'assureur, donc il n'y a pas eu, entre guillemets, un contrat de confiance, entre guillemets, mais donc du coup, ils font confiance à leur entreprise pour que l'entreprise transmette les données à quelqu'un qui n'en fera pas n'importe quoi. Et donc du coup, au-delà des termes réglementaires, on a cette épée de Damoclès, entre guillemets, de nous dire attention, vous traitez des données de nos salariés, ils nous font confiance, donc on vous fait confiance. Dans la sécurité de données, donc au niveau de l'assuré, on a tout le problème, donc, comme on disait, de collecte et de transfert. Un transfert qui doit être rapide, sans déperdition de qualité, bien sûr. Les formats aujourd'hui, selon les assureurs, les courtiers, c'est très aléatoire, on va dire. On a encore notamment beaucoup de papier, mais certains sont beaucoup plus avancés, et donc on est sur des applis. Donc on a vraiment une vision à avoir des données, de comment on transfère les données. Voilà, selon les modes, on ne peut pas se dire que tout passe par le numérique aujourd'hui. On a aussi la partie papier. Est-ce que la partie papier est plus sûre, moins sûre? On a, voilà, après savoir comment on transfère les données. Est-ce que c'est par boîte mail? Est-ce que c'est des boîtes mail cryptées, et ainsi de suite? Donc c'est vrai que ça fait pas mal de questions à se poser au niveau de la sécurité. Ensuite, on peut se poser la question de comment justement sécuriser ces données. Est-ce qu'on doit sécuriser les données toutes de la même manière? Après, quand on se pose la question selon le type de données, notamment on pensait aux données sur le personnel en situation de handicap, on ne peut pas forcément les traiter à la chaîne comme les données plus classiques. On peut se poser la question de ce que fait l'assureur de nos données. Donc on sait on peut le voir, on va dire, d'un côté statistique en se disant ça va permettre aux assureurs de pouvoir ajuster leurs tarifs, mais il y a un côté positif aussi, c'est que ça peut permettre aussi une optimisation des prestations fournies à nos salariés.
Et ensuite, donc, comment sont conservées ces données, l'archivage, l'anonymisation de ces données, la pseudonymisation, si on reprend la partie RGPD, et est-ce que ces données sont bien détruites, voilà. Donc on a vu là avec Eric tout le panel des données qui peuvent être transmises à l'assureur. Maintenant, on se pose la question de ce que va faire l'assureur avec l'ensemble de ces données, comment il va les traiter, quel sens il va donner à ce traitement, et est-ce qu'il se satisfait aussi de ces seules données qu'il aura obtenues de son assuré? Est-ce que l'open source est quelque chose auquel il va se référer? On va parler donc maintenant aussi de machine learning, de data scraping et peut-être de forêt aléatoire, je ne sais pas. On va voir ça avec François. Merci beaucoup. Donc effectivement, on a compris qu'on avait un client qui voulait absolument nous donner des données. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nous on en a besoin. Alors, on a quelques idées. Et ce que je voudrais illustrer aujourd'hui, parce que je suis directeur de la souscription aujourd'hui, mais précédemment en charge de la data science chez Generali, et c'est plutôt à ce titre-là que j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui. Et l'idée, ce serait, alors, sans vous faire peur, d'essayer de vous donner un peu un panorama de toutes les données qu'on peut utiliser aujourd'hui ou sur lesquelles on peut se projeter demain en termes d'utilisation. Pour quels usages qui ne sont pas que, comme on pourrait parfois le craindre, au détriment entre guillemets du client, mais parfois aussi dans son intérêt pour l'accompagner. Et puis, sans rentrer dans la technique, effectivement, de pouvoir vous donner un petit panorama de ce qu'on appelle effectivement la data science, voire l'intelligence artificielle. Je voudrais commencer par une petite digression, on va dire, parce que j'aime bien m'adapter à l'actualité quand il y en a. J'ai pu regarder, j'ai eu la chance ce matin, une chaîne en information continue, où ils expliquaient qu'il y avait un petit robot qui avait été fabriqué, alors non pas pour jouer au Go, aux échecs cette fois, mais pour jouer à un jeu que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Jenga. Jenga, c'est un jeu où en fait on construit une tour en bois avec plein de petits parallélépipèdes en bois, et puis le but c'est d'en retirer le maximum sans faire tomber la tour. Et donc ils ont réussi, en permettant au robot de regarder pendant 300 heures des gens jouer en réel à ce jeu-là, puis en apprenant lui-même de ses erreurs, de ses expériences, parce qu'il avait un petit capteur de pression au moment où il retirait le petit bâton de bois, de pouvoir progressivement arriver à des structures exceptionnelles, optimisées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est exactement le sens de mon propos aujourd'hui. On a des données classiques, c'est celles dont on parlait précédemment, les données clients, mais notre objectif, nous, assureurs du marché, c'est de pouvoir optimiser aujourd'hui la masse de données qui est à notre disposition en termes d'open data, en termes de données non structurées. Là, on parle d'images, de vidéos, ce sont des choses extrêmement compliquées à analyser, mais aujourd'hui, on a une performance de calcul qui peut nous permettre de le faire. Et en même temps, cette infobésité, comme on dit, comment on l'aborde concrètement? Parce que là, je vous parle d'un exemple qui à la fois est concret et en même temps très loin de l'assurance, mais peut-être qu'un jour, dans les échanges entre une entreprise et ses clients ou entre un courtier, son client et son assureur, on verra effectivement des gens qui vont utiliser la vidéo d'échanges réels et qui vont apprendre progressivement des négociations en cours pour finalement optimiser des négociations. Qui sait, on se reverra dans 10 ans pour en parler. Donc une fois que je vous ai dit ça, bah, voilà un petit exemple aujourd'hui du marché qui existe mondial. Alors, on aura peut-être l'occasion d'échanger dans les questions sur que viennent faire les GAFA là-dedans, etc. Parce que ça peut être une des craintes, entre guillemets, de laisser la place à des acteurs qui peut-être, eux, ont une façon d'aborder le secteur de l'assurance différent. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'univers dans lequel vous baignez, dans lequel nous on baigne, tant en tant que particulier qu'en tant qu'entreprise, c'est un monde où la donnée est de plus en plus présente et en masse. On parle en téraoctets de données produites par jour par tous les acteurs mass market aujourd'hui. Et même un acteur français comme Cdiscount, et puis on peut en citer d'autres comme Fnac ou autres, produisent des quantités de données qui sont une mine d'informations pour eux et pour toute entreprise, entre guillemets, avec qui ils travailleraient. Donc ça donne une idée un petit peu du volume auquel on est confronté, d'où l'idée en tant qu'assureur, c'est de se dire, on a également plein de données disponibles de plus en plus à l'externe, qu'on peut acheter, qui peuvent être en accès libre. On a des données de nos clients de plus en plus importantes, et en même temps, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut l'utiliser? Alors, ce que j'aimerais un peu vous illustrer aussi, c'est que c'est une information qui s'accélère. Quand on regarde le temps qu'il a fallu pour atteindre 100 millions d'utilisateurs sur du téléphone fixe, puis sur du téléphone portable, sur l'App Store, et après aujourd'hui sur des jeux comme Candy Crush, et j'ai même pas mis Fortnite, mais ce sera encore plus rapide, on arrive sur
des temps de création de données qui sont phénoménaux et des temps d'accès et de volonté d'accéder à la donnée qui sont phénoménaux. Et les jeunes générations qui arrivent après nous vont être dans une utilisation encore plus forcenée de la donnée et où elles le produisent volontairement. Et ça, elles le font d'un usage particulier aujourd'hui, mais quand elles seront dans le milieu professionnel, ça apparaîtra naturel également de mettre à disposition des données parce que c'est le monde de demain. Alors une fois qu'on s'est fait un peu peur avec ça, si on refocalise sur qu'est-ce qui peut être utile pour nous aujourd'hui en tant qu'assureur comme données. Alors évidemment, on a parlé de données clients, ça paraît naturel, on les a toujours eues, on en aura toujours. Maintenant, on peut effectivement avoir des données différentes qui peuvent être acquises. Alors ça, c'est des choses qu'on sait déjà faire par des réseaux sociaux. Effectivement, on échange de plus en plus avec les gens, avec nos clients notamment, nos intermédiaires. On a aussi de la consommation à l'usage. On a de l'économie assurantielle en peer-to-peer. On commence à aller sur des sujets comme les objets connectés, la maison connectée, la voiture connectée, tout ce que vous voulez connecter. Après, concrètement, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est des sujets qui sont aujourd'hui pas encore complètement clairs et c'est des sujets sur lesquels beaucoup d'assureurs travaillent. Et puis il y a des choses qui se préfigurent, la voiture autonome, alors, on pourra en parler pendant des heures, et puis il y a d'autres ateliers pour en discuter, mais ça aussi c'est un vrai sujet, avec des sujets aussi juridiques derrière qui se posent en termes d'assurance de ces choses-là qui sont très compliquées, et je ne vous parle même pas effectivement de l'homme augmenté, quand demain nous aurons des organes artificiels, et si Google arrive à effectivement faire vivre 1000 ans grâce à ça, imaginez la manière dont derrière on doit assurer quelqu'un qui est composé avec des objets artificiels fabriqués par quelqu'un, qui ont été implantés par d'autres, qui peut-être ont des capteurs connectés qui nous envoient de la donnée dedans. On arrive sur des choses très très complexes et où on est très très loin peut-être de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et en même temps, ce monde-là, c'est le monde qui nous arrive très rapidement. Il faut vraiment avoir conscience, je pense, que on est aujourd'hui dans une phase d'accélération de l'acquisition de données, dans une phase d'accélération de la mise à disposition de données, et que ces données-là aujourd'hui, même nous, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on aura à disposition dans 5 ou 10 ans, à quoi ressemblera entre guillemets le volume de données auquel on aura accès. Et c'est pour ça que des réglementations comme le RGPD, etc. peuvent arriver, parce qu'il y a un besoin fort aussi de réguler ce sujet-là, sinon très vite, on peut en arriver à faire n'importe quoi. Et donc effectivement, on est sur une tendance qui n'est pas finie, et l'exploitation aujourd'hui, c'est pas seulement la donnée structurée, c'est aussi la donnée non structurée. On parle par exemple de sentiment analysis, et on sait qu'il y a des expériences en cours chez les assureurs pour utiliser la manière dont des échanges téléphoniques peuvent avoir lieu avec un client pour sentir si il est en colère, si il est angoissé, si il est prêt à négocier, si voilà, enfin, il y a plein de choses qui sont possibles avec ça, qui existent dans plein d'autres secteurs aujourd'hui, mais l'assurance peut également s'y intéresser. Et puis, j'ai parlé au départ, et la boucle est bouclée d'images et de vidéos. Et évidemment, aujourd'hui, analyser une image satellite, analyser des images Google Maps, voir, même si c'est un peu compliqué, des vidéos, c'est des choses qui sont tout à fait possibles grâce à la puissance de calcul des ordinateurs actuels. Alors, pourquoi faire? Alors évidemment, on pense naturellement, entre guillemets, le méchant assureur, il va vouloir segmenter encore plus son tarif, prendre les bons risques, faire payer plus cher aux autres. Plus il a de données, plus il est content. Mais le client, là-dedans, qu'est-ce qu'il en tire? Ben, c'est pas exactement ça. Alors évidemment, plus on connaît le client, et mieux on sait apprécier son risque. Maintenant, et là je livre une vérité toute personnelle, je ne crois pas dans l'hypersegmentation. Je pense que la mutualisation reste essentielle. Et un assureur qui irait vers l'hypersegmentation, in fine, sortirait du marché. Parce que à force de se concentrer sur certains types de risques, il n'a plus la vision globale qui lui permet effectivement de continuer à adresser l'ensemble du risque. Et ça, c'est quelque chose qui mathématiquement peut se démontrer, mais c'est quelque chose du coup qui pour moi n'est pas une crainte. En revanche, évidemment, il est essentiel de pouvoir continuer à mieux apprécier les risques, mais aussi dans l'intérêt du client. C'est-à-dire qu'en termes de prévention, plus on sait de choses, plus on peut l'aider, et les capteurs connectés dans ce sens-là sont évidemment essentiels, et mieux c'est. En termes de prévention également, on est sur des sujets très importants. Dans la relation qu'on peut avoir avec lui dans la vie du contrat, c'est également très important. Typiquement, quand on est sur des contrats de type révisable, où on doit chaque année mettre à jour un volume de chiffre d'affaires, un effectif, etc. Si on peut arriver à obtenir de l'information officielle sur la compagnie qui nous permet de mettre à jour, de lui proposer est-ce que c'est bien le nouveau nombre de salariés que vous avez, votre nouveau chiffre d'affaires, etc. et qu'il a juste à cliquer pour valider, c'est du temps de gagner pour lui et ça c'est dans son intérêt. Et nous, on a de la donnée qualifiée, de qualité, donc tout le monde est content. Donc, et l'intermédiaire, lui, il a gagné aussi du temps d'échange au lieu de relancer par 2-3 mails, 3 ou 4 courriers pour avoir cette donnée-là. Donc tout le monde peut gagner dans ces sujets-là. Et donc là, un de mes propos, ce serait de dire qu'effectivement, on n'est pas juste sur un sujet
historique, j'ai envie de dire, de statistiques tarifaires, etc. Mais on est aussi sur toute la chaîne de process, toute la chaîne de valeur. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de blockchain, mais typiquement, on n'a pas encore aujourd'hui de cas très concrets de mise en œuvre, mais très clairement, on va y arriver. Et sur des sujets très standards d'indemnisation, par exemple, on peut très bien imaginer qu'en ayant mis à disposition toutes les données qui permettent d'avoir un traitement rapide d'un sinistre, que lorsque ce sinistre, par malheur, survient pour le client, et que c'est un petit sinistre matériel pas très compliqué, ben, qu'automatiquement on puisse avoir un paiement déclenché parce que toutes les données sont réalisées et peuvent être validées par un algorithme pour permettre le déclenchement automatique d'un virement. Là, tout le monde est content, le client il est payé rapidement, l'assureur il n'a pas perdu de temps, et on peut même éliminer de la fraude. Donc on imagine volontiers là des sujets gagnant-gagnant pour tout le monde. Est-ce que c'est vraiment un sujet nouveau pour nous ? Alors, non, en fait, parce que la donnée, on a toujours eu dans l'assurance. Je ne vais pas remonter au commerce des tulipes dans les Provinces-Unies il y a 400 ans, mais enfin, concrètement, le métier de l'actuaire dans les compagnies d'assurance a toujours été d'utiliser de la donnée à disposition, alors plutôt effectivement de la donnée structurée dans quelques tableaux avec quelques colonnes et quelques lignes au départ, avec des outils statistiques adaptés et des modèles probabilistes qui n'ont finalement pas tant évolué que ça au fil du temps. Et d'ailleurs, un des sujets aujourd'hui, quand je vais vous parler de data science, c'est que finalement, les algorithmes qu'on peut être amené à utiliser aujourd'hui ne sont pas si récents que ça. En fait, ce qui est vraiment nouveau, c'est la capacité de calcul qu'on peut avoir qui permet de les utiliser sur des données très, très volumineuses. Donc, finalement, le métier de l'assureur d'hier reste, du point de vue, en tout cas, de la manipulation des données, quelque chose qui est dans la droite ligne de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et probablement de ce qu'on fera demain. Après, évidemment, l'utilisation de données non structurées, comme je parlais tout à l'heure d'images, de vidéos, on parlait de texte aussi, tout ce qui est langage naturel, ce sont des choses qui, effectivement, sont un peu plus nouvelles, mais qui se traitent de manière assez comparable, finalement, dans leur utilisation à ce qu'on aurait pu imaginer avec des données classiques. Alors, data science, qu'est-ce que c'est ? La data science, on pourrait parler aussi de machine learning et puis après dériver sur des réseaux de neurones, l'intelligence artificielle, mais le temps est compté. La data science, c'est simplement en fait la capacité d'utiliser des algorithmes de calcul plus variés que des modèles probabilistes très cadrés, on va dire, et sur des données très volumineuses qui permettent de capter tout un tas d'interactions entre les données pour expliquer quelque chose ou créer des catégories. L'avantage, entre guillemets, c'est que ça tolère, entre guillemets, par exemple, de l'absence de données. Ça permet aussi de traiter, évidemment, des volumes très, très importants. Et puis, ça peut permettre de traiter de la donnée non structurée, comme je l'évoquais tout à l'heure, du texte, de l'image, qu'on ne saurait pas adresser avec des modèles probabilistes qui sont faits pour traiter du chiffre. Et enfin, je dirais aussi que ça peut permettre de capter des signaux faibles, des choses qui ne sont pas, on va dire, l'essentiel de l'information, mais qui, pour une infime proportion d'une population, peuvent être très significatifs. Donc, je ne rentrerai pas ici dans les forêts aléatoires ou les détails mathématiques qu'il peut y avoir derrière. J'échangerai avec plaisir, si vous voulez, avec vous sur le stand Generali ou ailleurs. Mais en tout cas, il faut avoir conscience que ces modèles-là, finalement, ils sont permis par une puissance de calcul aujourd'hui accrue et la capacité de faire notamment du calcul parallèle qui nous permet aujourd'hui de pouvoir traiter d'immenses volumes de données très rapidement. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir cette capacité-là, il faut toujours avoir de l'intelligence métier pour savoir quelles données utiliser et comment. Je prends un exemple, alors, je suis un grand fan de données météo par exemple, et les données météo évidemment pour expliquer de l'assurance dommage, pour faire de la prévention en dommage, c'est évidemment très utile, et on a plein d'open data sur le sujet, c'est très intéressant. En revanche, pour expliquer de la RC, ça m'a l'air moins utile. En revanche, avoir une idée du secteur d'activité, par exemple, des clients d'une entreprise, ça peut être intéressant d'un angle de responsabilité civile, ça va peut-être un petit peu moins dommage. Donc, c'est des exemples assez simples, mais finalement qui illustrent assez bien qu'on doit aussi mettre de l'intelligence humaine, entre guillemets, derrière tout ça, pour savoir quelles données utiliser et aller chercher cette information complémentaire dont on pourrait avoir besoin. En termes d'usage, on a déjà donné quelques-uns, mais effectivement, avoir la capacité à proposer le bon produit avec les bonnes garanties à un client, à optimiser un process, bon, évidemment tous les sujets qui peuvent être autour du tarif, la détection de fraude, qui est un sujet qui s'applique très très bien avec les outils de data science ou d'intelligence artificielle, ce sont des exemples en fait, d'utilisation qu'on peut avoir dans une compagnie d'assurance aujourd'hui et encore plus demain avec toutes ces données-là. D'un point de vue process, on retrouve le même qu'avant. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir uniquement des données de type contrat, de type client,
on va retrouver des données open. Alors, on a la chance d'avoir en France en plus des choses assez bien structurées de ce point de vue-là. Donc toutes les données publiques qu'on retrouve sur Etalab par exemple sont évidemment une source de données intéressante. Les données cadastrales, les données météo, enfin on a plein de choses intéressantes, les bases sirènes. Donc toutes ces choses-là sont évidemment utilisables. Puis après, tout ce qu'on peut acheter. Et là, après, effectivement, on peut avoir des partenariats qui permettent d'acquérir la donnée sur un certain nombre de clients, par exemple, mais qui nécessitent tout un process aussi d'anonymisation, de juridique, dont on pourra aussi parler avec plaisir. Et j'ai envie de dire, après, il y a tout ce qu'on peut demander au client de nous donner aussi, entre guillemets, volontairement sur lui. Alors c'est plus facile, entre guillemets, sur un particulier. Par exemple, chaque fois qu'on vous demande de vous identifier quelque part avec votre login Facebook, évidemment, c'est une autorisation que vous donnez implicite à ce que le lien soit fait en termes de données avec toutes les utilisations qu'on pourrait faire de vos données Facebook pour tel ou tel partenaire. Mais même pour une entreprise, on peut imaginer qu'effectivement, on puisse acquérir de l'information de manière consentie à partir du moment où, par exemple, on installe des capteurs connectés dans l'entreprise ou autre. C'est de l'information qui nous remonte. Dans un premier temps, je pense qu'on ne saura pas encore trop quoi en faire, mais rapidement, ça me permettra de détecter, grâce à la mutualisation de tout ce qu'on pourrait capter dans toutes nos entreprises clientes, de l'information qui nous permettrait d'améliorer, par exemple, la prévention de certains sinistres. Donc ça, c'est des choses qui sont utiles à tous, mais ça reste à construire, j'ai envie de dire. Et clairement, le monde de l'exploitation de la donnée dans 10 ans pour nous n'est pas du tout celui que nous connaissons aujourd'hui, et encore moins celui que nous connaissions il y a 10 ans. J'aurais pu vous parler de plein d'autres choses, ça sera avec plaisir, et puis on aura l'occasion de répondre à quelques questions après. Effectivement, on est dans un monde d'infobésité, on est dans un monde où on ne sait pas encore trop complètement où on va, mais il y a certainement plein de choses à faire. On est dans un monde où les GAFA nous challenge aussi dans la façon de concevoir la relation avec un client et dans la matière assurantielle. Et puis, dans des techniques de relation à la donnée pour nous assureurs qui ont changé, qui ne sont plus simplement l'exploitation de données contrats clients classiques avec des actuaires, mais aussi, on parle de data scrapping, c'est-à-dire aller chercher de l'information sur Internet. On parle de natural language processing, d'exploitation de texte, de sentiment analysis. C'est des choses très très nouvelles pour nous-mêmes assureurs qui changent aussi, on va dire, la manière dont on peut nous concevoir la relation à la donnée, et a fortiori, pour la relation avec vous demain, c'est quelque chose qui peut aussi avoir des impacts, et je ne sais même pas moi encore lesquels. Donc c'est un sujet évidemment passionnant, mais je vais m'arrêter là, et je pense que maintenant il faut se projeter un petit peu effectivement dans le futur de cette relation très intermédiaire. En effet, donc on a vu que la data, c'était pas vraiment une révolution. L'assureur a toujours traité de l'information. Cela étant, aujourd'hui, est-ce que, vous l'avez évoqué, hein, d'autres entités traitent aussi de l'information avec donc des quantités phénoménales, hein. Est-ce que, donc on pense bien sûr aux GAFA, mais il n'y a pas que les GAFA. Est-ce que le métier de l'assureur tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas challengé? Est-ce qu'il sera toujours, donc il sera toujours porteur du risque, mais est-ce qu'il va aussi être distributeur comme il est aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas d'intermédiation en plus qui va pointer son nez? Tout à l'heure, je faisais référence au secteur de l'hôtellerie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'appelle plus un hôtel pour réserver son hôtel, mais on passe par une plateforme. Est-ce qu'on va dans cette direction avec le métier de l'assurance? Michael, vous allez peut-être nous apporter quelques éléments de réponse sur le sujet. Donc, est-ce qu'on doit avoir peur ou non des GAFA ou d'autres gros opérateurs? D'abord, premier préambule, bonjour à tous. Premier préambule, comme d'habitude, j'ai fait une préparation, un document assez structuré, mais il sera un support que dont vous pourrez disposer après la marée, mais c'est toujours en écoutant les autres que les idées forces doivent être retenues. Et je me focaliserai sur ces idées forces. La première, c'est que quand les technologies évoluent, et aujourd'hui, le sujet de la mutualisation fait soulever effectivement la capacité de traitement du volume de big data, donc sous quelle technologie, la relation au client doit être traitée comment, l'aspect contrat, l'aspect sinistre doit être traité comment, par quelle technologie. On parle d'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Elle est simplement amplifiée aujourd'hui, c'est ce que disait François. Elle est amplifiée par les capacités de calcul. L'arrivée des ordinateurs quantiques va certainement effectivement accélérer cette puissance et finalement cette connaissance et cette finesse. Mais finalement, on peut en tant qu'intermédiaire,
c'est nous qui avons le plus peur. C'est se dire qui, comment et au bénéfice de qui la donnée doit être traitée et mutualisée. Avec quels acteurs et au sein de quels acteurs. Donc on a essayé de dégager une loi, une loi logique finalement, qui se dit que plus finalement la chaîne de valeur qui existe aujourd'hui se fragmente, c'est-à-dire plus on s'isole les uns les autres, plus le risque d'apparaître effectivement des acteurs comme les GAFA, comme les entreprises même, qui maîtrisent un secteur industriel, qui maîtrisent effectivement plus leurs données ou qui les mutualisent pour mieux connaître leurs données, peuvent, entre guillemets, pas spécialement évincer, mais voir l'assurance d'une façon différente, en tout cas s'auto-assurer plus, parce qu'ils vont comprendre qu'il y a des tas de risques sur lesquels, effectivement, ils n'ont plus besoin de s'assurer. Les particuliers eux-mêmes auraient un impact. Se dire, après tout, je suis connecté avec des tas d'objets, on parlait des IoT, après tout, qu'est-ce qui m'interdit demain d'avoir un lien direct au travers d'une blockchain entre l'assureur et le revendeur de la machine à laver si j'ai une inondation qui fait que ma machine à laver est morte? Rien. Donc l'intermédiaire que nous sommes disparaît, et même la banque qui devrait faire le flux financier disparaît, puisqu'il suffirait de constater le sinistre avec la bonne donnée de l'objet connecté qui dit bah oui, je suis sous l'eau, et que l'information soit envoyée avec le partenaire de l'assureur qui est Fnac Darty par exemple, qui livre le lendemain directement le nouveau appareil électroménager sans flux financier finalement, mais simplement un échange de matières, de produits, etc. Donc avec, on le voit bien, 3 possibilités. Peut-être fixer les règles quand même. Je posais le débat avec une tendance à prévenir les risques plus qu'à les assurer. Et le pouvoir croissant des entreprises qui détiennent et analysent les données, c'est ce que je viens de dire, c'est finalement, ont-elles besoin d'un intermédiaire pour finaliser effectivement une opération d'assurance sur certains sujets. Il y a une loi qu'on essaye de dégager, c'est que finalement, plus les entreprises, et pas simplement les entreprises, j'allais dire industrielles comme tech média, mais les entreprises de la donnée, celles qui ne sont que focalisées sur le traitement de la donnée, et éventuellement les réseaux sociaux maîtrisent et accèdent à cette donnée, plus on risque de voir la chaîne de l'assurance se morceler, voire se disloquer, changer, mais pas pour le pire uniquement. Donc il y a trois scénarios possibles. On maintient avec succès la relation avec le client, parce que finalement, quand on est courtier, on n'a qu'une seule chose à l'esprit, hein. C'est le client est au centre. Et nous, on gravite, on est l'intermédiaire, on est le marieur entre l'efficacité de l'assureur et la recherche d'efficacité et de performance par l'assuré dans le règlement d'une seule chose, le sinistre, ou en amont, la quantification et l'identification de son risque. Donc, premier scénario. Deuxième scénario, c'est la chaîne de valeur de l'assurance incluant les intermédiaires différents, pas spécialement ceux que nous sommes aujourd'hui comme intermédiaires, mais différents. On n'est pas des intermédiaires qui connaissons uniquement le marché, parce que le marché est aussi bien connu par les entreprises clientes assurées que par le courtier intermédiaire aujourd'hui, aussi bien maîtrisé finalement à un moment, mais l'intermédiaire ajoute du service. Quel service? Quel pouvoir? Dans la mutualisation, pas uniquement de la donnée, mais de la gestion de cette donnée, parce que seul l'intermédiaire, il va être un peu court. Ça nécessite des investissements très importants. Ça nécessite aussi, effectivement, si on veut penser à des outils comme la blockchain, une pensée à plus long terme. J'ajouterais effectivement qu'à chaque fois, François disait, ça va aller très vite. À chaque fois qu'on pense que ça va aller très vite, repenser à toute l'évolution de l'humanité, il y a des freins qui arrivent au moment même où on est prêt sur la technologie, des freins psychologiques. Et le premier frein, c'est on n'est pas au même degré du savoir. Chacun n'est pas au même degré du savoir et chacun n'est pas au même degré de la possibilité d'agir. Donc je ne suis pas sûr que ça aille si vite que ça.
Par contre, il va falloir prendre les bonnes décisions. Ça, c'est autre chose pour que ça avance. Et tous les projets qu'on a vus émerger ces dernières années sur l'intelligence artificielle, la blockchain, etc., quand elles ont été faites in-house, ont échoué pour 99% d'entre elles. Voilà. Et puis quand elles ont été outsourcées, elles n'ont pas abouti à ce qu'on attendait d'elles. Donc voilà. Et c'est une loi naturelle, c'est qu'au moment où elles sont les plus décriées, que les choses peuvent s'accélérer, parce qu'effectivement on a compris de nos erreurs et on commence à peu près, chacun des acteurs, à avoir un niveau de compréhension et de connaissance du sujet idoine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut poser les bons paradigmes, ou en tout cas les paradigmes qui, je le répète, ne peuvent pas aller au bénéfice d'un seul. Donc la peur des GAFA, qui est le troisième scénario, que j'ai la peur des GAFA, la peur de plateformes mutualisées qui échappent soit à l'intermédiaire d'assurance, soit à la compagnie d'assurance qui ne devient finalement qu'un financeur du risque, sur des risques qui sont isolés. Et François le rappelait à juste titre, on ne peut pas imaginer de l'antisélection, dire qu'à partir des IoT, des bracelets connectés, du fait de savoir sur les réseaux sociaux que monsieur ou madame fait du sport 2 fois par semaine, qu'ils ont la santé parce qu'ils font des trekkings et c'est fantastique, mais attention, les trekkings c'est aussi dangereux, donc ils prennent des risques pour leur vie, est-ce que je vais les assurer de la même façon, etc. etc. Pousser l'information à ce degré, à ce niveau, et sélectionner uniquement une partie de la population, entreprise ou individuelle, pour assurer, porte un nouveau risque, c'est que si cette population elle est subie à une nouvelle exposition au risque, elle disparaît et l'assureur avec. Il a plus sa prime. Donc en fait, la bonne prime, elle doit toujours passer non pas uniquement par la mutualisation de la donnée qui permet d'être perfectionniste sur l'identification du risque et l'affinement de ce risque, mais toujours, et revenir au cœur de l'assurance, à mon sens, c'est la mutualisation des assurés et de leurs risques. Voilà. Peut-être en gommant une partie des risques qui sont finalement avec aucun intérêt économique à être assurés, pour tout le monde, y compris pour l'assuré lui-même, qui comprend que finalement il dépense de l'argent pour rien sur certains sujets. Mais c'est le vrai sujet. Je ne rentre pas dans les détails, je reste sur ce slide, parce que toutes les idées viennent après, mais je vous les donne un petit peu ici à la volée pour provoquer les questions ensuite. Il y a un vrai sujet quand on est intermédiaire d'assurance, c'est que la mutualisation des données, on ne peut pas la faire seul. Donc on se pose la question de se dire, technologiquement, il y a des choses qui arrivent, notamment la blockchain. On ne peut pas être dépendant de la blockchain d'un tiers. Il y a des sujets réglementaires, il y a des sujets d'extraterritorialité de lois, de règlements qui commencent effectivement à nous préoccuper, à engager pas uniquement la responsabilité de l'assureur, mais aussi la responsabilité du courtier. Je pense à la prévoyance santé, puisque CSI Saint-Honoré n'est pas simplement un assureur d'IRDT, mais sur le sujet de la prévoyance santé, faire de l'assurance prévoyance santé en Europe, c'est maîtrisé, c'est simple, depuis l'Europe pour l'Europe. Faire la même chose en Chine et essayer d'imaginer qu'on peut échanger des informations, y compris à des fins, entre guillemets, de marketing, ou en tout cas de data scientist, pour pouvoir effectivement valoriser ces données autrement, ça pose d'autres problèmes réglementaires. Le faire avec ce qui arrive comme réglementation et ce qui existe déjà aux États-Unis, c'est encore un autre risque d'externalisation, où on se dit que comme in fine on a toujours quand même quelqu'un qui s'engage pour tout le monde, c'est-à-dire le board, ou le compliance officer, ou le DPO, ou vaut mieux peut-être laisser ces personnes pouvoir encore voyager à travers le monde pour leur plaisir, c'est-à-dire aller en vacances, et pas se retrouver spécialement arrêté à la douane américaine, chinoise, par le FBI ou son équivalent pour dire monsieur vous avez fait les choses, vous avez oublié qu'il y avait aussi du pénal derrière, donc on va coopérer ou vous allez passer quelques temps en prison. Ça c'est le côté je fais peur du courtier. Mais alors vous inquiétez pas, hein, quand j'essaye de faire peur aux clients, moi aussi je me fais de la bile pour eux et des fois ça pique les yeux. Le vrai sujet, c'est pour le courtier, c'est de se dire comment technologiquement on peut matcher avec toutes ces réglementations aujourd'hui qui s'imposent à nos clients.
aux assureurs et à nous-mêmes. Les assureurs en première ligne, sûr, mais il y a des organisations, et nous en avons, qui font que les assureurs nous transmettent ce risque aussi. Donc la mutualisation de l'assurance doit prendre en compte, je pense, l'internationalisation de la réglementation et pas spécialement l'extraterritorialité de certaines réglementations. Et il y a une conclusion à laquelle on arrive assez aisément quand on est courtier, c'est se dire si la guerre économique passe par la guerre par la donnée, elle empêchera toute mutualisation intelligente et il va falloir peut-être créer un organisme similaire à celui de l'ONU pour régler tous ces sujets-là. Voilà, sur la donnée. J'arrête là, les slides seront communiqués, il y a des précisions, des idées, mais François a dit déjà beaucoup de choses, Eric en a dit énormément. Moi finalement j'étais entre les deux, il fallait que je pose les paradigmes. Il n'y a qu'une seule chose qui fait que je peux m'arrêter et transmettre la parole au juriste qui nous éclairera sur ces derniers sujets, c'est qu'en tant que courtier, si on n'est pas optimiste, on change de métier. En effet, Michael, vous avez fait le lien avec la présentation qui arrive, qui sera donc présentée par Pauline. La sécurisation de la donnée. On ne va pas parler d'RGPD, hein, tout le monde connaît le RGPD, nous sommes tous en règle avec le RGPD, j'imagine. Non, on va parler du nouveau statut du secteur de l'assurance avec l'application de la directive Nice, son décret d'application qui est prévu fin septembre 2018. On va parler du Cloud Act qui permet donc aux autorités américaines d'aller chercher de l'information, enfin de la donnée personnelle logée à l'étranger, donc l'extraterritorialité, et du statut juridique de la donnée. Donc voilà, Pauline. Oui, merci Christophe. Vous avez le temps. Mais j'ai du temps, donc je avez remercie les co-intervenants. Vous demandez du temps hier soir, Voilà. je me souviens, et ils vous en ont laissé. Bah, c'est très gentil parce qu'effectivement, c'est des sujets qui sont un petit peu complexes, donc les exposer en 20 minutes, c'était pas forcément évident. Donc c'est vrai, on va pas parler du RGPD aujourd'hui, je sais pas si vous êtes soulagés ou déçus, mais on va plutôt le prendre comme point de départ pour élargir la réflexion sur 3 thèmes. Le thème de la sécurité des données d'abord, puisque donc le RGPD nous impose à tous qui détenons des données personnelles d'en assurer la sécurité et d'éviter qu'il y ait des fuites de données, mais n'impose pas de règles particulières pour assurer cette sécurité. Donc chacun est responsable de déterminer les règles qui lui semblent appropriées. Et on va ouvrir un petit peu la perspective sur ce sujet avec la directive NIS. Le deuxième thème dont on va parler, donc, c'est le transfert des données. Vous le savez, le RGPD impose des limites quand même très strictes sur le transfert des données en dehors de l'Union européenne pour s'assurer que nos données, à nous en tant qu'opérateurs européens, sont traitées de manière conforme à ce que l'Union européenne attend ou des standards conformes aux principes qui ont été posés par le RGPD. Et le Cloud Act américain, donc, qui a été adopté au mois de mai 2018, invite à s'interroger sur les implications pour nous sur nos données que ça peut avoir. Et puis le troisième thème, c'est la propriété des données. Encore une fois, le RGPD nous donne à tous des droits précis et assez larges sur nos données personnelles, mais qu'en est-il sur les données non personnelles? Quel est le statut de ces données non personnelles et comment est-ce qu'elles sont protégées quand on les détient? Si on parle tout d'abord de la directive NIS, juste pour la replacer un petit peu dans son contexte, donc c'est une directive qui date de juillet 2016 et qui vient d'être transposée en droit français et qui s'inscrit dans une démarche qui a déjà une quinzaine d'années, qui est une démarche de cyberdéfense qui a débuté après les attentats du 11 septembre 2001 et qui avait abouti en France à un statut assez original en 2013 qui était le statut d'opérateur d'importance vitale, OIV. C'est-à-dire qu'on considérait que certaines entreprises ou certains opérateurs produisaient ou distribuaient des biens qui sont considérés comme indispensables aux besoins de vie de la population ou au fonctionnement de l'économie et qu'on peut difficilement les substituer ou les remplacer en cas d'incident grave. Et donc en France, on avait désigné déjà un certain nombre de secteurs comme étant des secteurs considérés comme d'importance vitale, notamment le secteur finance, défini de manière très large, ce qui avait permis de considérer déjà 2 assureurs comme étant des OIV.
Et c'est ce régime qui a été plus ou moins adopté au niveau de l'Union européenne dans le cadre de la directive donc, NIS, qui reprend un peu les mêmes principes, mais les élargit en parlant non plus seulement des secteurs d'importance vitale, mais des services essentiels. Alors, comment ça fonctionne très concrètement? Un service essentiel, c'est un service qui est considéré comme essentiel au fonctionnement de la société ou de l'économie. Et donc, il appartient à chaque État membre de déterminer quels sont les services qu'il considère comme essentiels au fonctionnement de sa société. Et une fois qu'il a déterminé quels sont les services essentiels, il doit désigner des opérateurs de services essentiels qui vont être soumis à un certain nombre de règles. Donc, un opérateur de services essentiels, c'est un opérateur qui fournit un service essentiel par définition, mais qui, pour fournir ce service essentiel, va utiliser des systèmes d'information ou des réseaux informatiques. Et la deuxième condition, c'est que s'il y a un incident sur ces réseaux ou systèmes d'information, ça a des conséquences graves sur le fonctionnement du service essentiel. Donc pour déterminer s'il y a des conséquences graves sur le fonctionnement du service essentiel, vous avez un certain nombre de critères qui sont fixés dans la loi. Donc c'est le nombre d'utilisateurs, ça va être la part de marché de l'opérateur, la durée éventuellement ou l'importance des conséquences financières qu'aurait l'incident. Et c'est tous ces éléments-là qui permettent de déterminer si vous êtes ou pas un opérateur de service essentiel. Donc en France, concrètement, les services essentiels ont été désignés dans un décret du 23 mai 2018. Vous avez quand même 23 secteurs ou sous-secteurs qui figurent sur la liste, donc c'est quand même relativement large. Parfois, c'est certains types de services rendus dans un secteur déterminé. Donc, par exemple, si on prend le secteur de la santé, les services qui sont rendus par les grossistes répartiteurs qui distribuent les médicaments dans les pharmacies est considéré comme un service essentiel. Pour le secteur de l'assurance, c'est quasiment tout le secteur qui est défini comme un service essentiel, puisque c'est tous les services d'assurance, non-vie et vie, et tous les services de réassurance. Donc, c'est le secteur au sens large. Par contre, en termes d'opérateurs, ceux qui sont visés, ce n'est pas les intermédiaires, mais les assureurs, les institutions de prévoyance, les mutuelles, les réassureurs. Donc, c'est vraiment du côté de celui qui fournit le service d'assurance ou de réassurance qu'on peut avoir une désignation en tant qu'opérateur de service essentiel. Donc, le Premier ministre devait désigner une première série d'opérateurs de services essentiels au début du mois de novembre 2018. Et donc, il y a une liste qui a été arrêtée, qui évidemment est confidentielle, puisque tout l'intérêt, c'est d'éviter qu'il y ait des attaques sur les services essentiels. Donc, la liste est confidentielle, mais l'ANSSI a quand même indiqué de manière officieuse qu'il y avait 2 assureurs sur cette liste et que l'intention était de désigner la plupart des assureurs majeurs du marché. Voilà, donc ça va venir. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique 4 grandes obligations pour l'assureur ou le réassureur qui a été désigné au SE. La première, c'est qu'il doit déclarer à l'ANSSI les réseaux et les systèmes d'information qu'il utilise pour rendre le service essentiel. Donc c'est l'opérateur qui définit ce qu'il considère comme des services, des réseaux d'information essentiels. Mais néanmoins, l'ANSSI a un droit de regard et peut lui faire des recommandations en disant « mais moi je pense que celui-là, il est essentiel également ». Et évidemment, l'opérateur doit suivre la recommandation de l'ANSSI. Donc c'est à la fois spontané, mais quand même soumis à contrôle. Et donc c'est une déclaration qui doit être accompagnée d'un certain nombre d'informations et qui doit être mise à jour tous les ans. La deuxième obligation, qui est assez lourde, c'est qu'il faut respecter des règles de sécurité qui sont définies par le gouvernement. Donc il y a un arrêté du 14 septembre 2018 qui contient toutes les règles de sécurité informatique qui sont applicables aux OSE. Il y en a 23, donc évidemment on ne va pas les passer en revue, d'autant qu'elles sont quand même assez techniques, mais bon, elles vont à la fois donc, de la gouvernance des réseaux avec l'obligation d'avoir une politique de sécurité, de la mettre en œuvre, etc. Un contrôle des accès, avec voilà, quelle est votre politique en matière de mots de passe, qui a accès à quelle partie du réseau et pour quel motif. L'obligation d'avoir des produits informatiques qui sont de qualité avérée et donc de faire un suivi de la qualité de vos produits informatiques. Et puis l'obligation de gérer les incidents, d'être en mesure de traiter une crise, d'avoir une procédure de gestion de crise, etc. Donc évidemment, il y a un certain nombre de règles qui existent déjà dans les grands groupes, il n'y a aucun doute. Elles ne sont pas nouvelles, mais elles sont néanmoins contraignantes et vous êtes obligé de respecter les 23 règles de sécurité, vous n'avez pas le choix. Troisième grande obligation, vous avez l'obligation donc de notifier à l'ANSSI un incident
qui affecte un réseau ou un système d'information essentiel, si c'est un incident qui a un impact significatif sur la continuité du service. La notification, elle doit être faite sans délai et elle s'ajoute évidemment à toute autre obligation de notification que pourrait avoir l'OSE, notamment si on a une violation de données, elle vient s'ajouter à la notification qui doit être faite à la CNIL. Donc il faut juste savoir que c'est une notification qui n'est faite que à l'ANSSI et que c'est le Premier ministre qui décide si le public doit ou non être informé en fonction des circonstances exactes de la violation. Et enfin, dernière obligation, mais pas des moindres, donc vous êtes, en tant qu'OSE, vous êtes soumis au contrôle de l'ANSSI, plus précisément du gouvernement, puisque l'ANSSI intervient sur demande du Premier ministre pour aller effectuer des contrôles chez l'OSE pour voir s'il respecte effectivement les règles de sécurité. C'est un contrôle qui se fait dans des conditions un peu particulières, puisque avant le contrôle, vous allez conclure une convention de contrôle avec l'ANSSI. Et dans la convention de contrôle, on va définir ce que l'ANSSI va regarder, ce que vous allez lui donner comme information, et puis surtout comment on va préserver la confidentialité, parce que c'est un contrôle qui est très intrusif, qui va permettre à l'ANSSI, qui est une émanation du gouvernement, d'accéder à tout un tas de données. Voilà. Donc il y a cette convention de contrôle qui est là pour cadrer le contrôle, et à la fin, l'ANSSI peut éventuellement, si l'OSE ne respecte pas les règles de sécurité qui sont fixées par le gouvernement, lui adresser une mise en demeure de se mettre en conformité. Alors, c'est un statut qui est en fait relativement contraignant et surtout qui expose en fait les dirigeants des compagnies d'assurance à des sanctions personnelles, puisque la loi prévoit des amendes. Et les amendes sont à la charge du dirigeant de la compagnie d'assurance. Donc il y a des amendes dans 3 cas. Soit en cas de non-respect des règles de sécurité, 100 000 €, non-déclaration d'un incident, 75 000 €, ou si vous avez reçu une mise en demeure de vous conformer à la suite d'un contrôle et que vous ne l'avez pas respecté, 125 000 €. Donc c'est pas complètement neutre, c'est pas négligeable, et c'est vrai que ça peut paraître relativement intrusif pour les compagnies d'assurance ou de réassurance qui vont être soumises à ce statut. Et en outre, ça crée quand même un nouveau risque de responsabilité pour les dirigeants de compagnies d'assurance qu'il faudra sans doute prendre en considération à un moment. Donc voilà pour ce premier thème sur la directive NIS. On va passer maintenant sur le Cloud Act. Donc cloud, ici, c'est pas du tout, on ne parle pas du tout de l'informatique en nuage, enfin pas en tant que tel. Ce n'est pas le sens de cloud ici. Je vous ai mis donc en gras les initiales de l'acronyme. C'est un texte législatif donc, qui a été passé aux États-Unis au mois de mars 2018 et qui a pour objectif d'expliquer, enfin de régir, pardon, de réglementer le statut de données qui ne se trouve pas aux États-Unis. Donc Overseas Use of Data, c'est qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire sur des données qui ne se trouvent pas aux États-Unis. Très rapidement, quand même, un tout petit élément de contexte au départ. Ce n'est pas un texte qui est une loi en tant que telle. C'est un amendement à une loi qui existait depuis déjà 1986 aux États-Unis, qui s'appelle le Stored Communications Act, et qui réglemente effectivement les responsabilités des fournisseurs de services de communication et des fournisseurs de services d'accès à distance, donc de cloud computing, etc. C'est important de bien replacer l'objet et à qui s'adresse ce texte législatif, parce qu'on en a dit beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. D'abord, en termes de personnes qui sont destinataires de la réglementation, c'est certains opérateurs économiques, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle entreprise, c'est uniquement des fournisseurs de services de communication ou des fournisseurs de services d'accès à distance. Donc ça va être Google, ça va être Microsoft, ça va pas être, je prends vraiment des noms au hasard, c'est pas Arkema, c'est pas Renault, c'est pas Peugeot. C'est vraiment des fournisseurs de services de communication. La deuxième chose, c'est que c'est un texte qui s'applique, qui s'adresse à des entreprises qui sont considérées comme des US persons, c'est-à-dire, si on parle uniquement des personnes morales, si on ne parle pas de personnes physiques, uniquement à des entreprises qui sont immatriculées aux États-Unis. C'est le point de départ. Sur quoi ça porte ? Le sujet de départ, c'était de savoir, c'est parti en fait d'un cas qui concernait Microsoft. Microsoft États-Unis, qui s'était vu réclamer dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue, des données qui se trouvaient sur un serveur situé en Irlande.
Et Microsoft s'était opposé à la demande en disant mais je ne peux pas vous donner ces données, elles sont en dehors des États-Unis et vous ne pouvez m'obliger à vous donner que ce qui se trouve aux États-Unis. Donc la question c'est effectivement quand on a un opérateur américain qui détient ou qui a le contrôle sur des données qui sont en dehors des États-Unis, est-ce qu'une autorité d'enquête américaine peut lui imposer de rapatrier des données qui sont à l'étranger? Donc le Cloud Act répond oui. C'est effectivement possible. Et ces opérateurs, ils ont l'obligation de communiquer des informations ou des données qui sont soit en leur possession, soit sous leur contrôle. En possession, on voit assez bien ce que ça veut dire une possession physique. Sous leur contrôle, c'est beaucoup plus large et ça peut être, par exemple, Microsoft qui a une succursale en Allemagne, elle a le contrôle des données qui sont en Allemagne, donc même si la donnée est en Allemagne, elle doit répondre favorablement à la réquisition qui lui est adressée par les autorités d'enquête. Ça peut aller un petit peu plus loin qu'une succursale parce que la notion de contrôle, quand vous êtes une maison mère d'un groupe et que vous exercez un contrôle opérationnel sur l'activité de vos filiales étrangères, ça peut valoir sous le contrôle de la maison mère. Donc si Microsoft Amérique a une filiale en Afrique du Sud sur lequel opérationnellement et de façon assez habituelle elle exerce un contrôle, il est probable que les données qui sont en Afrique du Sud sont considérées comme étant sous le contrôle de Microsoft Amérique et peuvent être donc rapatriées à un moment donné aux États-Unis. Simplement, il faut aussi encore avoir conscience que ça ne s'applique que dans le cadre d'enquête pénale pour des infractions graves. Donc on est sur une typologie d'enquête qui est certes relativement large, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont pénalisées, mais on n'est pas non plus sur de l'espionnage économique ou ce genre de choses. Et c'est important de le rappeler parce que, en fait, ce Cloud Act, il s'inscrit dans un contexte qui, là aussi, existe depuis plusieurs années et qui est comment est-ce qu'on fait pour améliorer les moyens d'enquête, soit contre la cybercriminalité, c'est-à-dire les crimes qui sont commis sur Internet, soit pour récupérer des preuves électroniques d'infractions qui sont commises dans le monde réel, si on peut dire. Et il y a deux problèmes principaux pour les enquêteurs. C'est d'une part la rapidité de la disparition des données, alors que normalement, quand vous devez récupérer des éléments de preuve qui sont à l'étranger, vous devez passer par des conventions d'entraide judiciaire et que pour avoir une réponse dans une convention d'entraide judiciaire, il faut entre 8 et 10 mois. Donc, c'est quand même pas tout à fait compatible avec la rapidité de ce qui se passe dans le monde numérique. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'il n'y a plus vraiment de lien entre le lieu où se trouve la donnée ou la preuve de l'infraction et le lieu où l'infraction a été commise, puisque les données sont stockées dans des endroits qui n'ont pas forcément de lien avec l'activité opérationnelle sous-jacente. Ça dépend de considérations économiques, de rapidité d'accès, de sécurité, etc. Donc vous avez des données qui circulent un peu partout dans le monde, mais une activité économique qui est quand même localisée ou une infraction qui est quand même localisée sur un territoire donné. Et il y a une déconnexion entre ces deux éléments qui fait que dans le cadre des enquêtes pénales, c'est compliqué de récupérer des preuves. Et donc ça part de là. Et c'est un sujet qui existe quand même, qui a déjà été traité au niveau du Conseil de l'Europe déjà depuis 2001, dans le cadre d'une convention qui s'appelle la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, et qui prévoyait déjà certains principes applicables à la collecte de preuves électroniques d'infractions pénales. Et notamment, dans cette convention, on trouve un article 18 qui autorise les États signataires à demander à un fournisseur de services qui propose ces prestations sur leur territoire de communiquer les données qui sont en sa possession ou sous son contrôle. Donc on retrouve déjà dans cette convention de 2001 les critères qui sont repris dans le Cloud Act. Alors dans la convention, c'était un peu plus restrictif parce que ça ne vise que les données relatives aux abonnés, donc qui a ouvert le compte Gmail par exemple. Le Cloud Act, c'est beaucoup plus large puisque c'est n'importe quelle donnée. Mais le principe en germe, il est déjà dans cette convention de 2001. Et aujourd'hui, il y a une réflexion au niveau du Conseil de l'Europe pour élargir la convention, pour arriver à la conclusion d'un nouveau protocole qui permette de prendre en compte l'évolution, justement, le cloud, etc., et de s'adapter aux évolutions numériques. Et puis, il y a quand même une réflexion qui est exactement similaire au niveau de l'Union européenne depuis 2015. Vous avez la Commission qui travaille sur un document, un projet qui s'appelle le e-Evidence Package, qui a exactement le même objectif que le Cloud Act, qui est de favoriser la collecte de la preuve électronique et qui a abouti à un projet de règlement qui a été publié là, au mois d'avril 2018, donc tout récent, dont le but est de définir les conditions dans lesquelles un État membre peut demander à un fournisseur de services qui propose ces prestations dans l'Union européenne
donc soit stockage, soit communication, de lui communiquer les données qui sont en sa possession ou sous son contrôle. Donc on retrouve la même chose au niveau de l'Union européenne. On n'a pas encore le texte définitif puisqu'on en est au stade du projet de règlement, mais c'est quand même une tendance assez générale. Alors, est-ce que le Cloud Act est vraiment préoccupant maintenant qu'on a dit tout ça ? C'est vrai que la réaction des organisations de protection de la vie privée a été assez vive. Et si vous allez sur Google pour, pour faire une petite recherche d'articles, il y a beaucoup d'articles qui sont très critiques et qui donnent l'impression que c'est nouveau, que c'est scandaleux, que c'est une réaction au RGPD, etc. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas puisque ça fait des années que les tribunaux américains appliquaient déjà ce test. Et disait déjà, oui, vous, opérateurs américains, vous devez remettre, dans le cadre d'enquête pénale, vous devez remettre les données qui sont en votre possession ou sous votre contrôle. Et donc, on avait déjà cet effet extraterritorial potentiel de l'enquête pénale américaine qui existait. Il y a en fait quasiment la seule décision qui allait dans l'autre sens, c'est la décision qui a été rendue en appel dans l'affaire Microsoft dont on parlait tout à l'heure. Et c'est en réaction à cette décision d'appel que le Parlement a accepté de passer cette loi pour fixer dans la loi le principe qui existait en fait depuis déjà de nombreuses années. Donc c'est pas franchement nouveau. Un petit avantage du Cloud Act quand même si aujourd'hui la procédure est sans doute sans portée, c'est qu'il prévoit une procédure de contestation pour l'opérateur qui reçoit la demande de communication, donc pas l'opérateur à qui appartiennent les données au départ, mais le fournisseur de services qui reçoit une réquisition peut aller saisir un tribunal pour dire non, je ne peux pas vous communiquer ces données. Alors, les critères sont quand même très restrictifs puisqu'il peut s'y opposer, soit, en gros, il ne peut s'y opposer que s'il y a eu un accord entre les États-Unis et le pays où se trouvent les données, qui est une sorte d'accord de reconnaissance mutuelle par lesquels les États-Unis admettent que l'autre pays présente des garanties suffisantes pour avoir lui-même le droit de venir demander des données aux États-Unis. Donc, il faut qu'il y ait un accord de ce type qui ait été conclu pour que l'opérateur de service puisse dire non, je ne peux pas vous communiquer parce que ça me mettrait en violation de la loi de cet autre pays. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accord de ce type qui a été conclu. Il y en a un qui est en cours de discussion entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Il devrait aboutir relativement prochainement. Mais c'est vrai que cette procédure, elle est sans doute aujourd'hui sans portée. Mais enfin, elle a le mérite d'exister. Mais surtout, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pris le soin de préciser que ce n'était pas une loi autonome, que c'était juste un amendement à un texte déjà existant. Dans le Stored Communications Act, il y a un certain nombre de garde-fous procéduraux, c'est-à-dire que Monsieur X, qui est policier à New York, ne peut pas simplement envoyer une lettre à Microsoft pour lui dire Microsoft, je veux savoir ce qu'il y a sur votre serveur en Allemagne. Il faut l'intervention d'un juge, de toute façon, préalable. Donc, en fonction de l'ancienneté des données qui sont demandées, le niveau de contrôle du juge va être un petit peu différent. Mais si on est sur des données, on va dire, relativement récentes, c'est-à-dire des données qui ont moins de 6 mois, il faut un mandat de perquisition. Donc, il faut quand même que le policier qui est en charge de l'enquête convainque le juge que c'est des éléments qui, très probablement, contiennent la preuve d'une infraction pénale. C'est le même standard que celui qui s'applique aux États-Unis pour une perquisition d'une maison, la perquisition d'une voiture, etc. Et par ailleurs, si c'est des données qui sont un peu moins anciennes, un peu plus anciennes, pardon, qui ont plus de 6 mois, il faut aussi une autorisation d'un juge. Le test est moins élevé, mais il y a quand même un contrôle judiciaire au départ. Donc c'est vrai que c'est un petit peu préoccupant parce qu'on a l'impression que des données qu'on détient, nous, ici, enfin nos données ici, vont partir aux États-Unis sans qu'on ait le contrôle de ce qui va se passer. Mais objectivement, quand vous faites l'objet d'une enquête pénale en France et que les enquêteurs demandent des informations à des tiers, ils ne vont pas vous consulter, ils ne vont pas vous demander votre avis, ils vont aller voir celui qui a la détention de l'information, et ils vont récupérer tout un tas d'éléments à charge, et puis un jour, ils vont vous dire, ils vont vous convoquer et vous mettre en garde à vue en disant, voilà, j'ai tout ça dans mon dossier, et je considère que vous avez commis une infraction. Là, on est intellectuellement dans la même démarche. Après, là où ça peut effectivement un petit peu irriter, mais j'ouvre complètement le débat là-dessus, c'est qu'on sait aussi qu'aux États-Unis, il y a différents textes à portée un peu extraterritoriale, que ce soit en matière de sanctions internationales, que ce soit en matière de corruption, etc. Et donc, on peut se retrouver avec un problème de prévisibilité du risque juridique en ayant une autorité américaine qui tout d'un coup considère qu'aux États-Unis, il y a une infraction qui a été commise, et qui va essayer d'en obtenir les preuves par ce biais-là.
alors qu'on est un opérateur européen qui, a priori, n'avait pas spécialement l'intention de se diriger vers les États-Unis. Mais bon, je pense que c'est quelque chose dont on pourra reparler tout à l'heure parce que c'est un petit peu compliqué. Et un petit peu, surtout, ça nécessite pas mal d'échanges, je pense. Alors, le dernier thème, je regarde si... Ça va, il me reste encore 5 minutes. Le dernier thème dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était sur le statut de la donnée. Donc on ne parle pas de données personnelles parce que voilà, on a déjà vu longuement le statut. Je pense que tout le monde maîtrise plus ou moins les grands principes du RGPD. On va parler des données non personnelles ou des données dites industrielles. Quand même, la première chose qui interpelle un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de définition légale de la donnée. Et que donc pourtant c'est un terme qu'on emploie dans des centaines de textes juridiques et nulle part il y a une définition vraiment à valeur juridique. Il y a quand même quelque part un arrêté de 1981 qui traîne, qui était le résultat des travaux de la commission interministérielle de terminologie informatique et qui avait défini la donnée comme une représentation de l'information sous une forme conventionnelle pour faciliter son traitement. Et donc, on a quand même une assimilation de la donnée à l'information. Et c'est important parce qu'après, on va revenir dans les protections qui existent aujourd'hui. C'est plutôt le terme d'information qui est utilisé parfois. Donc, c'est important, je pense, de bien faire le lien entre les deux, sur le plan juridique en tout cas. Est-ce que Charles, je peux juste me permettre, cette commission était à l'origine de la réflexion qui a donné lieu à la loi Godefroy de 83. Tout à fait. Merci. La deuxième chose quand même aussi, c'est que en principe, on considère en droit français que la donnée, c'est pas une chose et que donc on peut pas en être propriétaire. On dit que c'est une chose d'usage, enfin c'est un bien, une chose, c'est même pas le terme exact. Elle est d'usage libre, de libre parcours, c'est-à-dire que normalement, tout un chacun peut l'utiliser et on peut pas se l'approprier. Mais pour autant, il y a quand même en droit français un certain nombre de protections existantes pour celui qui détient la donnée. On va distinguer la protection sur le plan civil et la protection sur le plan pénal parce que c'est pas tout à fait la même approche. Sur le plan civil, en général, c'est pas la donnée elle-même qui va être protégée, mais c'est le fait qu'il y a eu un travail autour de la donnée, un investissement autour de la donnée, et donc on protège cet investissement-là et indirectement du coup la donnée qui est derrière. Donc c'est ce qu'on voit. Il y a 3 fondements principaux. Il y a le droit d'auteur, le droit du producteur de base de données et la concurrence déloyale. Le droit d'auteur protège une création, une œuvre originale. Donc, il ne va pas protéger une donnée brute qui n'a pas été retravaillée. Mais par contre, si vous avez une compilation de données marketing ou de données techniques qui présentent une originalité parce qu'elles ont été assemblées d'une certaine manière ou parce qu'elles ont finalement elles apportent des informations particulières du fait de cet arrangement, vous pourrez éventuellement être protégé par le droit d'auteur. Le droit du producteur de base de données, lui, résulte d'une directive de 1996. Et on peut avoir l'impression qu'il protège la donnée elle-même, puisqu'en fait, il permet à celui qui a produit la base de données d'empêcher un tiers d'en extraire ou d'en réutiliser une partie substantielle. Donc, effectivement, ultimement, ça protège la donnée, mais la condition pour que cette protection s'applique, c'est que pour constituer ou pour préparer la base de données, il y a eu un investissement financier, matériel ou humain important, substantiel. Donc là, il y a quand même une condition de départ qui n'est pas simplement de détenir une donnée et de les avoir toutes mises dans un tableau Excel dans le bon ordre, mais il faut quand même avoir travaillé sur la donnée pour pouvoir bénéficier de cette protection. Et puis, le dernier fondement en matière civile, c'est la concurrence déloyale, qui, là aussi, ne va pas protéger la donnée elle-même. Ce n'est pas parce que vous détenez une donnée et qu'un tiers vient l'utiliser que vous allez pouvoir lui dire qu'il est en train de faire de la concurrence déloyale. Il faut que vous puissiez démontrer que vous avez travaillé sur sa donnée, que vous avez effectué un investissement et que, en fait, la personne qui vient récupérer cette donnée utilise votre travail et vient profiter de votre investissement. Donc on ne protège pas la donnée elle-même, mais le travail qui a été fait sur la donnée. Alors que sur le plan pénal, l'approche est un petit peu différente, puisque on peut... alors la Cour de cassation a mis beaucoup de temps à l'admettre. Le premier arrêt qu'il admet, c'est quand même 2015, donc c'est tout récent, qui est qu'il peut y avoir un vol de données au sens infraction de vol classique. Jusque-là, la Cour de cassation s'y refusait parce qu'elle considérait que pour qu'il y ait un vol, il faut qu'il y ait une soustraction d'une chose. Et donc, si on était juste sur un vol réalisé dans un système informatique directement par quelqu'un qui y a pénétré, il n'y avait pas soustraction d'une chose.
Et donc, il n'y avait pas vol. Il fallait qu'il y ait vol d'une clé USB, vol d'un CD-ROM pour que l'infraction soit caractérisée. En 2015, la Cour de cassation admet que la donnée elle-même puisse être l'objet du vol. Et c'est une évolution de jurisprudence qui est concomitante avec l'entrée dans le code pénal d'une nouvelle infraction en 2014, qui est pour le coup l'infraction de vol de données, qui est expressément prévue par le code pénal. Donc je vous ai remis là les termes, c'est extraction, reproduction, transmission de données qui sont contenues dans un système de traitement informatisé. Donc sur le plan pénal, on protège la donnée elle-même et vous pouvez vous plaindre qu'on vous ait volé vos données, quel que soit le travail qui a été fait dessus. Alors, il y a quand même pour terminer, deux évolutions qui sont assez intéressantes parce qu'elles sont révélatrices de la tension entre le besoin d'un côté de protéger certaines données qui ont une valeur pour celui qui les détient, mais aussi la nécessité d'en partager d'autres pour faire évoluer l'économie. Donc si on prend le premier terme de l'alternative, on peut parler de la loi sur le secret des affaires qui a été votée le 30 juillet 2018 et qui est issue d'une directive de 2016 dont les considérants sont très intéressants parce qu'elle montre l'évolution de la notion de secret d'affaires pour tenir compte non plus seulement du savoir-faire technologique ou industriel de l'entreprise, mais aussi de l'information en tant que telle, l'information en ce qu'elle confère un avantage concurrentiel. Et donc la directive mentionne expressément l'avantage concurrentiel qui résulte de l'information. Que l'information dont on parle ici, ce n'est pas seulement de l'information technologique et du savoir-faire, mais aussi des données commerciales, informations relatives aux clients, des plans d'affaires, des études de marché. Et puis, le secret des affaires, il est protégé s'il y a un intérêt légitime. Et la conception de l'intérêt légitime dans la directive est très large, puisque ce n'est pas seulement le potentiel scientifique ou technique de l'information qu'on veut protéger, mais aussi les intérêts économiques, les intérêts financiers ou les positions stratégiques de celui qui détient l'information et qui veut la protéger. Donc on prend acte quand même de l'évolution de l'économie et du fait qu'on n'est plus seulement sur la nécessité de protéger des choses qui sont très liées à l'activité intrinsèque de l'entreprise, mais aussi des informations qui sont concurrentiellement importantes. Et donc maintenant vous avez en droit français la protection des informations qui sont secrètes parce que l'opérateur est à peu près le seul à les détenir et qu'il veut conserver secrètes parce qu'elles ont une valeur commerciale effective pour lui. L'autre évolution, qui a l'air d'aller un petit peu dans l'autre sens, mais on ne parle pas tout à fait des mêmes données, c'est le projet d'économie européenne fondé sur les données, qui est un projet en cours depuis 2016 au niveau de la Commission européenne. Et voilà, il y a eu beaucoup de consultations, beaucoup de discussions entre la Commission et différents types de secteurs d'industrie, avec en fait une question de base qui est de savoir est-ce qu'on raisonne en termes de propriété de la donnée ou est-ce qu'on raisonne en termes de capacité juridique à l'exploiter ou de patrimoine numérique avec des droits sur les données et notamment droit de l'utiliser, mais aussi droit de la céder, droit de la transférer, etc. Alors c'est une réflexion qui n'est pas aboutie aujourd'hui, mais à ce stade, la Commission européenne considère que ce serait dommage de légiférer, enfin en tout cas elles ne sont pas en mesure de légiférer aujourd'hui pour imposer certaines choses, mais a pris le parti d'inciter les entreprises à partager la donnée. Alors, on parle de données brutes, on parle des données qui sont générées par les machines et qui ne sont pas encore exploitées, pour que, en fait, cette donnée qui a une valeur différente selon les opérateurs, selon l'usage qui peut en être fait, que cette donnée soit partagée et que chacun puisse en tirer l'avantage concurrentiel qui lui va. Donc, on a à la fois la reconnaissance de la légitimité de la détention de la donnée qui ont une valeur commerciale pour l'entreprise et en même temps une volonté de favoriser le partage des données pour permettre aussi à l'économie d'avancer en même temps que l'évolution technologique. Merci Pauline. Je vous l'avais dit, le sujet est passionnant. Ce qui n'a pas été difficile, ça n'a pas été difficile de faire plancher les intervenants. Ce qui était difficile, c'était de limiter leur temps de parole. On aurait pu rester toute une matinée, voire plus, ensemble. Moi, je retiens quelques points très, très, très rapidement. Donc, l'assureur a besoin de la donnée. C'est son métier de gérer de la donnée. La mutualisation est nécessaire, mais ce qui mutualise, c'est le risque avant tout pour connaître et pour continuer à faire son travail correctement. Il faut avoir donc des risques, de nombreux risques. On n'ira pas vers l'hypersegmentation parce que ça encourrait à notre perte en tant qu'assureur. Par contre, on va, en connaissant de façon plus fine le risque, on pourra permettre de mieux allouer peut-être les capitaux.
La crainte des GAFA, peut-être pas forcément. Peut-être qu'on va travailler main dans la main avec eux. C'est une idée, hein. Bien sûr, ils connaissent, ils savent traiter de la donnée, mais nous, on doit maintenir ce lien avec le client, avec l'aide des courtiers. Euh, sur la directive Nice, j'ai retenu que mon dirigeant était responsable sur ces deniers. Je fais le lien avec l'atelier qui a 11 heures sur l'assurabilité des sanctions financières. J'ai une petite idée là-dessus, mais c'est c'est la question. Euh, il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées. Euh, Est-ce que on a encore quelques minutes, hein. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez certainement des questions d'ailleurs. Je vois déjà une main qui se lève. Je me doutais bien. Alors, il y a un micro qui arrive, hein. Oui, j'aurais même deux questions, je suis désolé. Non, non. La première pour Madame Arroyo. Je vous remercie de votre présentation qui m'a permis de chasser apparemment de mauvaises idées que j'avais sur le Cloud Act. Et donc, pour bien comprendre, je reformule, si vous avez le sous-traitant d'une entreprise américaine qui prenne les données de cette entreprise américaine, il n'est pas susceptible, effectivement, de tomber sous le registre de Cloud Act. Et deuxième exemple, vous avez une entreprise qui n'a rien à voir, aucun lien avec une entreprise américaine, mais qui traite des données qui rentrent éventuellement dans le cadre d'une enquête pénale américaine. Rentre-t-elle dans également le processus du Cloud Act ou pas? Alors sur votre premier exemple, ça va dépendre du degré de contrôle qui est exercé par l'entreprise américaine sur son sous-traitant. Si elle a une approche très intrusive de sa relation avec son sous-traitant, potentiellement les autorités américaines pourront considérer que les données sont sous le contrôle de l'entreprise américaine. Sur votre deuxième question, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la C'est une situation. entreprise qui n'a rien à voir, une entreprise européenne, Ouais. qui n'a rien à voir avec une entreprise américaine, mais qui a des données, qui traite des données qui intéressent la justice américaine et qui rentrent dans le cadre d'une infraction pénale, peut-elle être sous le coude de cette loi? Elle ne devrait pas, dès lors que les données ne sont pas physiquement aux États-Unis et effectivement qu'il n'y a pas de lien, qu'il n'y a pas de contrôle potentiel d'une entreprise américaine sur les données. Normalement, elles ne sont pas concernées. Merci. D'autres questions? J'avais une question Ah. complémentaire. Sauf si ces données sont contenues dans un petit ordinateur portable, une petite clé USB lors d'un voyage. Il ne faut pas qu'elles se trouvent aux États-Unis à un moment quelconque. Voilà. C'est pas simplement les serveurs, c'est pas simplement. Vous voyez, on n'est pas complètement sorti du monde physique. Bonjour, j'ai une question pour Monsieur Chaumel. Vous avez dit que le but c'est de ne pas aller vers l'hypersegmentation, mais dans quelle mesure est-ce que les assureurs doivent prendre les données qui sont de plus en plus nombreuses sur les clients, notamment en santé par exemple avec les objets connectés? Alors, c'est un vaste sujet. Alors, déjà, il y a l'hypersegmentation, non. Par contre, la segmentation, oui. Et ça, tout un chacun le comprend volontiers. Aucun d'entre vous, à titre individuel, n'a envie de payer pour les mauvais conducteurs. Je parle du principe que vous êtes tous des bons conducteurs. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, les 10% ou 5% de mauvais risques, on ait moins envie de les mutualiser avec d'autres. Donc ça, c'est un point déjà. Sur la santé en elle-même, qui est un sujet très spécifique, parce qu'on ne peut pas faire forcément en santé ce qu'on pourrait faire en assurance dommage plus facilement. Donc, et encore moins sur des sujets de santé individuelle. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à appréhender sur ce sujet-là. L'objet connecté, pour moi, il faut le concevoir plus dans un intérêt d'accompagnement et de prévention. Et ça, je pense que le client, il est prêt à l'entendre. C'est-à-dire que si vous avez un objet connecté qui mesure votre pouls, parce qu'on sait que vous avez telle ou telle pathologie, permet de s'assurer que tout va bien dans votre corps, qu'on a un système d'assistance, par exemple, qui puisse permettre une intervention rapide si on détecte une anomalie au niveau de l'objet connecté, je pense que c'est dans l'intérêt du client. Donc de ce point de vue-là, on n'a aucun sujet là de tarif ou de segmentation. En revanche, on a un vrai sujet de prévention et accompagnement. Et notre intérêt en tant qu'assureur, c'est quand même, si je raisonne froidement, de diminuer notre charge sinistre. Donc effectivement, on peut diminuer notre charge sinistre en ne prenant pas le risque, mais c'est encore mieux si on peut prendre le risque, mais en revanche de faire en sorte qu'il ne se réalise pas.
Et donc là, on est typiquement dans ce cadre-là. Et je crois beaucoup, pour le coup, dans l'utilisation des objets connectés à titre de prévention et de service. Et c'est valable pour la santé connectée, ça l'est tout autant pour une voiture connectée, où aujourd'hui, effectivement, on est capable d'avoir des services d'intervention automatique d'assistance parce qu'il y a une alerte automatique qui a été envoyée à l'assisteur et que le client n'est pas forcément en mesure à l'instant T, lui, de déclencher l'alerte. J'espère que ça répond à la question. Ouais, c'est très bien, merci. Bonjour, est-ce que vous pensez que dans les évolutions futures, notamment je rebondis sur ce que vous dites sur les objets connectés, les données, on parle de données personnelles là en l'occurrence, puisqu'on parle de données qui peuvent être... Pardon ? Ou pas, il peut y avoir des données Alors, d'entreprise. Mais disons en ce qui concerne les données personnelles, donc les données privées des individus, je veux dire, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité, comme l'évoquent certains économistes ou penseurs, qu'un jour ces données deviennent payantes ? C'est-à-dire l'idée derrière, c'est oui, moi je veux bien donner mes données perso sur Google et Google les valorise sur du deep learning, pour me proposer plein de choses qui me correspondent ou qui correspondent à ma CSP ou à mon profil. Un jour, on pourrait penser qu'effectivement cette valorisation, je la valorise moi-même ou du moins je monétarise les informations personnelles que je peux mettre. Alors, complètement. Et alors, je donnerai 2 illustrations. Il y a déjà des startups qui se créent pour permettre aux gens de le monétiser. Ça existe déjà. Effectivement, on est aujourd'hui en mesure. Quelle startup vous avez des... Alors, j'ai plus les noms en tête, mais je pourrais vous les donner. Rendez-vous au stand Generali. Il y en a à l'étranger et il y en a, je crois, en France aussi, où effectivement, et ça c'est assez logique, on peut préférer maîtriser le contrôle de ces données et faire en sorte d'être récompensé, entre guillemets, comme on l'est dans tout un tas d'autres sujets. Alors des fois c'est quelques centimes, etc. Mais c'est toujours une maîtrise utile de ce qu'on donne. Et une autre illustration, c'est le courtage. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à une évolution du courtage, et je laisserai la parole à Mickaël, qui, je sens, a fortement envie d'en parler, comme effectivement celui qui peut maîtriser la donnée de ses clients et choisir de les mettre à disposition ou pas de tel ou tel intervenant, notamment de l'assureur, et d'optimiser, lui, la manière dont elles sont utilisées. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui indubitablement arrivera, et on voit de plus en plus, de toute manière, que les gens ont envie de reprendre la main sur le contrôle de leurs données. Donc ça me semble naturel et ça me semble normal. En titre personnel, individuel, effectivement, je maîtrise les données qui sont mises à disposition. J'ai supprimé mon profil Facebook, par exemple. Donc c'est des choses qui sont utiles et intéressantes quand on comprend effectivement la manière dont derrière, ça peut être utilisé de manière plus ou moins maîtrisée. Après, on a heureusement des évolutions de réglementation qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir choisir un peu plus qu'avant la manière dont elles sont diffusées. Mais ça reste plus quand même de l'ordre de l'automatique d'un vrai pilotage, j'ai envie de dire. Je laisse la parole à Mickaël. Je vais répondre à 2 degrés. Le degré du courtier, du degré du papa courtier spécialisé sur ces sujets-là. Sur le premier sujet, quand je parlais effectivement du changement du rôle de l'intermédiaire aujourd'hui, c'est sans doute celui qui peut permettre, non pas à un client, mais à une industrie ou à des clients exposés ou ayant les mêmes problématiques, de réfléchir pour eux et avec eux à l'usage de leurs données, pour leur permettre effectivement globalement de gérer mieux leurs risques et peut-être de les valoriser vis-à-vis de l'assureur. C'est ça l'idée. Hein. Si on réduit notre prime, ça veut dire qu'on a valorisé nos données vis-à-vis de l'assureur. Mais on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul, donc il faut les mutualiser. J'irai même plus loin. Certains courtiers se posent la question de savoir si, de toute façon, on se lance sur un sujet, par exemple, blockchain, et je ne parle pas uniquement du sujet du smart contract qui existerait dans la blockchain, mais si on va sur cette technologie, on ne peut pas imaginer y aller à 3 acteurs, le courtier, le client et l'assureur. On doit imaginer y aller avec les assureurs, les courtiers, les clients. Donc, c'est à cette échelle-là que la valorisation de l'information client et industrielle aura du sens, y compris pour la résolution et le paiement du sinistre le plus rapidement possible, parce qu'il y aura une confiance dans la donnée plus forte. Je ne vais pas parler du courtage des années 80, mais le courtage des années 80 sur la fiabilité de la donnée transmise par le client et présentée par le courtier, reçue par l'assureur, était toute relative.
Je lève aucun secret, aucun tabou. Bon. Donc je dis qu'il y a une chose qui va effectivement se valoriser, c'est la confiance dans le partage et la mutualisation de la donnée. À une seule fin, la meilleure valorisation et peut-être effectivement la meilleure tarification et le meilleur portage des transferts de risque. Ça c'est l'aspect courtier, mais en ayant conscience que mon rôle de courtier, il ne va pas être replié sur lui-même. Il doit s'ouvrir aussi à ses autres concurrents courtiers parce qu'on n'y arrivera pas seul. Et je rebondirai en disant, quitte à les donner gratuitement à quelqu'un, je vous encourage à les donner plutôt gratuitement à CSI Saint-Honoré ou à Generali, dont vous maîtrisez un peu plus a priori l'usage qu'ils en feront, et nous on ne revend pas nos données à malheureusement peut-être pour eux à Fnac ou je ne sais pas qui. En revanche, effectivement, si vous les donnez gratuitement à Google, à mon avis, l'usage est beaucoup plus riche potentiellement, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc peut-être qu'aussi on aura différentes graduations et que vous ne ferez pas le même choix en fonction de qui vous les donnez. En tout cas, la puissance de Google peut être contrée par la puissance mutualisée du secteur de l'assurance avec l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est un peu ça l'idée. Le deuxième sujet, c'était le papa, courtier un peu spécialisé avec son fils, qui, quand je lui pose la question, il a 11 ans, tu feras quoi plus tard ? Moi, je vais animer une petite communauté, je vais faire des trucs sur le net et je vais être millionnaire à 23 ans. Et pourquoi ? Parce que, il y a des tas de gens qui mettent leur chat sur le net, ils sont millionnaires 2 ans plus tard. Moi, j'ai bien trouvé une connerie qui va intéresser 50 millions de personnes, voire 100 millions, et puis voilà, à 23 ans, je vais pouvoir financer les études que je veux, voyager là où je veux, être formé comme je voudrais avec le mindset que je veux, et je serai international, parce que de toute façon, maintenant, il faut être international. Il a 11 ans. La mienne a 10 ans, va être ingénieur en robotique. Vous voyez, il y a quand même une logique. Mais il n'est pas plus intelligent que les enfants de 11 ans. Il a simplement compris, des enfants de 11 ans d'il y a 20 ans. Il a simplement compris dans son monde que si il a envie de valoriser quelque chose, il peut le faire, et que c'est facile. Bon, si vous avez un chat à montrer sur une vidéo. Une toute dernière question, mais rapide, parce qu'on va... Oui, j'ai une question pour M. Chemin. Vous avez parlé d'info-obésité, de flat data, de data tracking, etc. Mais on parle aussi de l'autre côté de fake news, deepfake, data fake, etc. Dans vos modèles, introduisez-vous un critère de faire bien, de quelle manière valorisez-vous, apportez un jugement de valeur à la donnée ? La qualité de la donnée est finalement plus importante que la quantité, parce que la quantité, ça, c'est pas un problème. En revanche, est-ce qu'on doit donner la même crédibilité à une information et à une autre ? Typiquement, un exemple, c'est qu'on sait traiter aujourd'hui les données manquantes avec des algorithmes de machine learning, mais quand une donnée est manquante et qu'on la remplace par une donnée probable, il faut effectivement quantifier que cette donnée-là a été remplacée, et on ne lui donne pas la même importance dans les modèles. Et je donnerai un autre exemple. Quand on utilise des données de géolocalisation, par exemple, pour des modèles, effectivement, selon que la donnée est très précise, parce qu'on maîtrise, par exemple, les coordonnées, latitude, longitude et GPS, on peut faire mieux. Donc ça, c'est du top niveau, j'ai envie de dire. Quand on a que la rue sans le numéro, voire le code postal, c'est moins bien. Donc on imagine volonté, effectivement, la qualité de la donnée là-dedans. Après, fake news... voilà, c'est plus compliqué, mais fake data, pourquoi pas. Et effectivement, dans les données qu'on peut trouver sans qu'elles aient été volontairement, par exemple, données par une entreprise, mais de la donnée publique, etc. Alors, ce qui est sur étalable, globalement, j'ai plutôt confiance. La base Sirène, voilà. En revanche, ce qu'une entreprise peut mettre à disposition, par exemple elle-même, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises aussi communiquent volontairement pour avoir une visibilité sur Internet, même une petite PME, etc. Après, il faut se méfier parce qu'elle peut se mettre en avant de manière plus importante qu'elle ne l'est, vanter qu'elle a des clients à l'international dans 50 pays alors qu'elle en a que 10. Donc si on utilise ces données-là sans vraiment les maîtriser, effectivement, les modèles pourraient devenir faux. Donc clairement, la qualité doit aussi être appréciée dans le modèle. Merci pour toutes ces explications. Merci pour votre attention. Vous aviez sur votre chaise donc une fiche d'évaluation qui est nécessaire à la MRAE pour s'améliorer et puis pour évaluer donc l'atelier que vous avez apprécié très certainement. Et je vous souhaite une bonne continuation avec les rencontres. Merci beaucoup. Au revoir.